Bonsoir. À l'approche de l'élection présidentielle d'octobre prochain, le Cameroun entre dans une phase critique. La candidature attendue ou redoutée du président sortant, Paul Biya, soulève autant de débats que de crispations pour certains. Les lois électorales restent inchangées, les partis entrent ou s'entre-déchirent, la société civile peine à peser et les intellectuels, souvent silencieux, peinent également à éclairer une opinion publique désorientée. Pour décrypter cette actualité électorale brûlante et interroger les dynamiques profondes de notre vie politique, nous recevons ce soir un analyste respecté, spécialiste des sciences juridiques et politiques, le professeur Alphonse Bernard Amogo-Barga, politologue, enseignant à l'Université de Douala, auteur de plusieurs publications sur la gouvernance et la démocratie, est l'invité dans le fauteuil rouge ce soir. Avec lui, nous allons aborder sans détour la candidature probable du président Biya, la réforme électorale, le cas du MRC de Maurice Kamto, la transhumance politique, le rôle du MINAT, la justice, le mandat impératif, la société civile et la place des intellectuels dans le débat démocratique. Voilà en quelques lignes les temps forts qui meubleront cette émission. Professeur, bonsoir. Bonsoir Monsieur Dibita Tombo, merci de l'invitation. Merci infiniment d'être avec nous. Votre expertise nous servira très certainement pour éclairer nos téléspectateurs. On va y aller tout de go. Pensez-vous sereinement, certainement, au regard de l'actualité, des dynamiques politiques, à une probable ou une éventuelle candidature du président Biya? Si l'on suit l'actualité de ces derniers temps, on voit bien que le RDPC se met déjà en ordre de marche. Et dans la conquête des trophées politiques, il faut savoir une chose, chaque parti choisit celui qui peut le mieux porter ses chances. Le RDPC estime aujourd'hui que c'est Paul Biya, jusqu'à preuve du contraire, qui peut lui garantir la victoire à la prochaine élection présidentielle. Donc il n'y a pas de raison de douter de ce que ce parti aujourd'hui a un candidat. Cela dit, il n'y aurait pas d'autre alternative éventuellement. L'alternative, s'il y en a, à l'intérieur du RDPC, c'est au RDPC qu'il faut interroger si ils ont une alternative en dehors de celle de Paul Biya. Mais c'est celle qu'on présente aujourd'hui et celle du président de la République. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de raison de croire à autre chose. Sur le temps, puisqu'il faut le rappeler, lorsque vous décryptez les statuts du RDPC, l'article 27 des statuts de ce parti est très clair. Le président national est le candidat du parti à l'élection présidentielle. Donc à partir de ce moment, on ne voit pas à date comment il y aurait une autre candidature. D'accord. Comment analysez-vous la longévité politique du président dans un contexte d'usure institutionnelle? 43 ans de pouvoir, ça ne court pas les rues à travers la planète, à plus de 92 ans d'âge. C'est dire combien le président a donné et d'aucuns veulent en comprendre les contours. La première chose à comprendre, c'est aussi la capacité de l'homme politique à se transformer, à se transfigurer au gré des crises. Parce qu'on va bien se rendre compte d'une chose, sur les 43 ans, il y a eu les années de transition entre le président Idio et le président Biya, août 1983, la première tentative de coup d'État, avril 1984, la crise économique qui arrive en 1987-1988, et puis le multipartisme qui subvient à partir de 1990-1991. On peut également comprendre que de ces moments-là, il a dû apprendre comment fonctionne le système politique, sur le temps plus que entre 62 et 92, il était déjà dans les hautes sphères de l'administration, donc il connaissait l'appareil d'État, il connaissait les hommes qui gouvernaient, et il a su s'en accommoder, il a su s'en faire des alliances, et aujourd'hui, il est toujours là. Est-ce que cette longévité, cette candidature, n'est-elle pas un indicateur de la faiblesse ou de l'incapacité des contre-pouvoirs qui s'est peut-être pesé dans une élection contre le président sortant? Les contre-pouvoirs, c'est d'abord ceux qui sont aménagés institutionnellement, à savoir le Parlement, la justice et même vous, les médias. Tout cela participe des contre-pouvoirs qui sont aménagés pour... Est-ce que ces contre-pouvoirs pèsent sur le fonctionnement des institutions? On va le dire oui. Donc il n'y a pas un problème en termes de contre-pouvoir. Mais maintenant, est-ce qu'en face, il y a des adversaires crédibles, capables de renverser l'ordre institutionnel? C'est là où il faut se poser la vraie question. Est-ce qu'en face, il y a ceux qui sont plus crédibles, ceux qui peuvent challenger? Aujourd'hui, il convient un peu d'en douter. Cela dit, si on parle un peu des questions purement électorales, en termes de légitimité du scrutin, peut-on aujourd'hui penser que l'élection de 2025 ou les autres élections à venir au-delà
Au regard des différentes propositions, des différents constats autour du système électoral, beaucoup ont décrié ses insuffisances, ses faiblesses, souvent sa fébrilité. Dès octobre 2025, mais aussi, je l'ai dit, en 2026, avec les élections locales qu'on aura, peut-on remettre en cause la crédibilité du mécanisme électoral et les CAM, les lois qui entourent tout cet environnement-là? Le code électoral actuel date de 2012. D'accord. Ce code électoral, il faut le préciser, a permis la tenue de plusieurs élections. Dès 2013, on a eu 2 élections. Les élections législatives municipales de septembre, on a eu les élections sénatoriales, les premières sénatoriales d'avril 2013, et puis les législatives municipales de septembre 2013. Donc ce code a organisé ces élections-là. Nous avons eu des élections en 2000. Après ça, il y a eu la présidentielle de 2018 et les sénatoriales de 2018. Il y a eu les législatives de 2020 et les municipales de 2020. Il y a eu les régionales de 2020. Il y a eu et puis il y a eu les sénatoriales de 2023. Et maintenant, il y a la présidentielle, évidemment, les régionales de 2025 qui arrivent. Donc ce code électoral a déjà fait ses preuves. Et les CAM ont déjà fait. On ne peut pas aujourd'hui dire, il faut absolument. La question, c'est de savoir à quel niveau il faille réformer, si tant que le code électoral pose problème. C'est à ce niveau-là, justement, que les acteurs en place n'arrivent pas à s'accorder sur ce qu'il faille changer dans le code électoral. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas remettre constamment en cause le code électoral. Et il faut savoir également une autre chose. Il n'y a pas dans aucun pays du monde une loi électorale qui soit parfaite. Si je vous prends le cas des États-Unis, pour la récente élection présidentielle, on a eu à extraire des milliers d'Américains du fichier électoral. Si vous prenez le cas de la France, il y a un débat aujourd'hui entre la proportionnelle et le scrutin majoritaire pour les législatives. Les tenants de la proportionnelle pensent que cela ouvrait la voie, par exemple, au Rassemblement national d'avoir plus de représentativité au regard de l'espace qu'il occupe aujourd'hui dans le paysage politique français. Si vous prenez un cas comme la Belgique, vous allez vous rendre compte qu'en Belgique, les lois électorales sont régulièrement réformées. Cela en Allemagne, vous allez retrouver la même chose. Il n'y a pas un code électoral parfait, mais il faut que le code soit adapté aux réalités du temps. Mais il y a aussi quelque chose qu'on oublie. Les acteurs politiques eux-mêmes. Est-ce que les acteurs politiques font preuve de crédibilité lorsqu'ils contestent le code électoral? Je voudrais rappeler quelques faits. En 1996, le SDF contrôle l'ensemble des communes d'arrondissement de la ville de Douala. Et déjà, on peut remonter plus loin. En 1992, si tant est qu'on peut faire une somme arithmétique des sièges à l'Assemblée nationale, ce qu'on pourrait qualifier d'opposition LDPC contrôlait la majorité. Sauf qu'ils n'ont pas su se mettre ensemble pour asseoir une gouvernance institutionnelle au sein de l'Assemblée. Et on sait ce qui est arrivé après. Le RDPC a recommencé à grignoter l'espace politique au point où aujourd'hui, il est redevenu le parti dominant. Donc ce n'est pas simplement le code qui pose problème. C'est aussi les acteurs chargés d'animer la vie politique. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui ont réduit leur vie politique dans des invitations sur des médias. Parfois, certains acteurs politiques, j'aime souvent le rappeler, n'existent que lorsqu'on les invite sur un plateau. Et là, vous dites, ah, tel a un parti politique, il s'appelle X ou Y. Il y a d'autres qui ont réduit leur vie politique sur le buzz des réseaux sociaux, où on publie tout, sans que cela ait une incidence réelle sur la vie politique et sur la capacité à conquérir le terrain. À partir de ce moment-là, ce n'est pas simplement le code électoral. Je voudrais rappeler également, pour les législatives de 2020, avant même d'aller aux élections, le RDPC avait déjà une trentaine de sièges. Parce que dans ces circonscriptions, il était le seul parti politique en présence. C'est quand même assez curieux de se rabattre sur le code électoral. Un exemple, en février 2020, circonscription Vouri-Ouest, ce qu'on appelle généralement Douala 2, un seul siège en compétition. L'opposition a été incapable de présenter un candidat. C'est quand même assez curieux. C'était un seul siège, avec
toute la masse des partis. Ce n'est pas la faute du RDPC si les autres ne sont pas également présents. Mais il faudrait que les gens apprennent aussi dans le jeu politique à se crédibiliser. On se rappelle toujours pour ces élections de février 2020 que certains partis politiques avaient essayé de conclure des alliances pour ne pas s'affronter sur certaines circonscriptions électorales. Et d'autres n'ont pas tenu leurs promesses. Si cela finit par faire le jeu du RDPC, est-ce qu'il faut blâmer le RDPC? Je dis non. Que les acteurs politiques apprennent à être sérieux. C'est ça aussi qui va donner la capacité à la population de comprendre que le jeu politique peut changer. La crédibilité des acteurs aussi permet de voir aussi la crédibilité du jeu politique. Mais cela dit, pour revenir peut-être sur le mécanisme électoral, le constat il est frappant. Certaines propositions de réforme électorale restent systématiquement lettre morte. Comme s'il y a des acteurs, en général l'opposition accuse le RDPC dans ce sens-là, qui se contentent du mécanisme actuel alors que beaucoup d'insuffisances sont relevées, y compris par les CAM. Au regard, par exemple, du dernier rapport des élections, il y a un certain nombre de propositions faites même par l'instance qui organise. Et la question est de savoir pourquoi ces tentatives de réforme ne connaissent pas un aboutissement. Le code électoral est une loi. Les lois se modifient à l'Assemblée nationale. Donc c'est à l'Assemblée nationale qu'il faut gagner pour aller changer ce qu'on estime qu'il faut changer. Il ne s'agit pas de le dire pour que cela soit. Et parfois, les partis politiques l'oublient. C'est une loi. Donc, si à l'état actuel, le code électoral produit des effets, il n'y a pas de raison de penser qu'il faille absolument le changer. Mais maintenant, s'il faut le changer, il faudrait que cela se fasse à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, dans ce sens-là, ne faudrait-il pas un audit donc, à défaut de changer entièrement le système, pour véritablement identifier les blocages autour desquels tous les acteurs peuvent être unanimes, aussi bien le pouvoir et ses alliés que l'opposition, et qui c'est peut-être pour mieux dynamiser le jeu électoral. Un audit sur le plan managérial suppose un auditeur, mais avant tout un commanditaire de l'audit. Suppose la détermination des termes de l'audit. Qu'est-ce qu'on va auditer? Et les CAM, les partis politiques, le président de la République, les députés, les conseillers municipaux, il faut déjà bien savoir ce que l'on veut auditer lorsqu'on parle de l'audit du processus électoral. Ou alors on veut auditer les citoyens par leur niveau de participation au jeu politique. Donc tout cela rend confus. Les tenants de l'audit devraient être capables eux-mêmes d'éclairer l'opinion sur ce qu'ils entendent par auditer le système électoral. Les électeurs qui restent chez eux, pourquoi restent-ils chez eux? Est-ce qu'on va les auditer? Parce qu'on va bien se rendre compte, si l'on prend les résultats des élections, on va se rendre compte que la masse des électeurs qui se déplacent pour aller voter est plus ou moins stable. Cela ne semble pas apparemment inquiéter les acteurs du jeu politique. Qu'est-ce qu'on va donc éditer? Les acteurs du jeu politique, il faut même qu'eux-mêmes, tout à l'heure, je parlais de leur crédibilité. Il faut qu'ils se crédibilisent. Parce que les partis politiques, il faut le savoir, doivent former les citoyens à la vie politique. S'ils ne jouent pas leur rôle, l'auditeur, c'est qui? Pour quel objectif? Donc cela pose effectivement un problème quand on dit il faut auditer, il faut questionner, il faut interroger. Les partis doivent dire à tel niveau nous avons tel problème. Et j'aime à le rappeler, les partis doivent faire leur propre ajournement tout donc. Il faut déjà commencer par auditer les acteurs politiques et les partis politiques eux-mêmes. Sur quelle question précisément, s'agissant de l'audit des partis politiques? Sur la gouvernance interne, sur la leadership, sur le mode de fonctionnement, est-ce que c'est un sur enjeu les structures. avec le mécanisme électoral? À partir de ce moment-là, une fois qu'on a compris que les partis politiques sont crédibles, on va donc aller étape par étape pour voir, est-ce qu'on va auditer les électeurs? Je ne pense pas. Les électeurs, eux, ils font des choix politiques en fonction des programmes ou des enjeux qu'ils estiment à un moment donné. Est-ce qu'on va auditer Elecam? Qu'est-ce qu'on va auditer sur Elecam? Il faudrait bien que cela soit clair. Et qui est l'auditeur? Et qui est dépositaire des résultats de l'audit? Donc, il ne faudrait pas simplement penser qu'un audit est une espèce de pure forme. L'audit doit tenir compte des enjeux qui gouvernent un État. Et le Cameroun, jusqu'à peu contraire, est un État. Alors, tout à l'heure, on reviendra certainement sur la société civile, mais comme la prochaine question a un lien avec le système électoral, vous savez qu'en ce moment, il y a des acteurs qui essaient de mobiliser les acteurs
dits de la société civile qui essaient de mobiliser un certain nombre de Camerounais qui, selon eux, veilleront à la clarté, à la transparence du mécanisme électoral jusqu'à la publication des résultats. Oui. Et certains de ces acteurs l'ont déjà annoncé, par exemple les bâtisseurs de Michel Ndoki qu'on a reçu ici, annoncent que après la clôture des bureaux de vote, à la suite de la publication des résultats dans les bureaux de vote, eux, ils vont publier les différentes tendances du scrutin. On sait pourtant que c'est une éventualité, c'est une possibilité qui est interdite par la loi électorale. D'abord, que pensez-vous de cette interdiction? La loi, vous faites bien de rappeler, à la suite de la publication dans les bureaux de vote, la loi électorale n'interdit pas de publier les tendances. D'accord. Pas du tout. L'article 113, c'est pour cela que je crois que les bâtisseurs ont fait cette, je ne sais pas, qui ont peut-être fait cette remarque. L'article 113 du code électoral est très clair. Immédiatement après le décompte, le résultat, le président de la commission locale, c'est-à-dire qu'on appelle évidemment le président du bureau de vote, rend public le résultat. Donc si vous êtes dans un bureau de vote, au moment de la publication, vous avez le résultat. Ça peut être un média, ça peut être un citoyen. Et aujourd'hui, les gens ont des téléphones, ils filment. Est-ce que le média peut le publier? Vous publiez... Pour relayer la publication. Quand on dit un résultat est rendu public, ça veut dire qu'on peut dire, par exemple, bureau de vote, je ne sais pas moi, STV2. Donc, supposons que STV est un bureau de vote, je caricature bien entendu. Absolument. Bureau de vote STV2. Voici les résultats. Rien ne vous l'interdit. La loi n'interdit pas de publier un résultat de vote. Il faudrait remettre les choses en contexte. Et vous faites bien de rappeler Mme Michel Ndoki. Il faut remettre les choses en contexte. En 2018, il y a un candidat, et Mme Ndoki, qui était militant de ce parti politique, le MRC, l'a bien rappelé, il n'avait pas tous les PV. Mais le candidat de ce parti a fait ce qu'on appelait à l'époque un hold-up électoral en publiant lui-même et en s'autoproclamant président, en publiant lui des résultats. Pas des tendances, il avait publié les résultats pour s'autoproclamer vainqueur de l'élection. C'est pour cela que, de manière naturelle, toute la communauté politique nationale, y compris d'autres partis politiques, y compris, ils ont dit, attention, sachons raison garder. La loi, sachons raison garder, c'est en vertu de ce précédent-là, où quelqu'un a voulu s'autoproclamer président de la République, on a dit non, il faut savoir, sachons raison garder. Et Mme Ndoki l'avait rappelé, nous n'avions pas tous les PV au moment où lui il publiait les résultats. Les résultats sont acquis bureau de vote par bureau de vote. Et pourquoi? Parce qu'après, il faut corriger peut-être certaines erreurs, il faut centraliser les bureaux et on peut donc avoir au soir de l'élection. Si vous avez par exemple 26 000 représentants dans les bureaux de vote, vous avez 26 000 résultats. Puisque l'on remet une copie du PV à chaque représentant de parti dans un bureau de vote. Donc si un parti a un représentant dans un bureau de vote, il a la copie du PV. Donc il peut lui-même déjà compiler ses propres résultats. Mais s'il le fait en toute honnêteté, en toute crédibilité, on peut avoir une tendance. Si un média a la capacité d'avoir 26 000 journalistes ou mandataires qui sillonnent l'espace des bureaux de vote, il peut avoir les tendances. C'est pour ça, il peut donc... N'empêche qu'il nous est tout le temps rappelé de ne pas publier ces... Vous avez vos tendances, vous ne publiez pas les résultats définitifs. Les résultats définitifs, même en France, ne sont pas programmés. Mais on a des tendances pour la crédibilité du jeu politique. On a ce qu'on appelle des tendances. On sait déjà plus ou moins là où va le rôle. Je m'explique. On connaît à peu près, par région, par département et par arrondissement, le nombre d'électeurs. Absolument. À partir de ce moment, on peut avoir des tendances. On sait que si dans telle région, quand on a dépouillé à peu près tel nombre de résultats, voici la tendance globale. Dans telle ville, quand on a dépouillé à peu près, on appelle ça des tendances. On ne publie pas les résultats. Sauf que certains peuvent publier le résultat. On a des tendances. On sait où est-ce que cela mène. Donc la loi n'interdit, je rappelle que la loi n'interdit pas de publier, puisque le résultat est acquis au bureau de vote, le président de la commission, le président du bureau de vote rend public
D'ailleurs, il y a des tableaux. Sauf qu'on se rappelle une fois de plus, en 2018, il y a des individus qui, chez eux, ont fabriqué leurs propres tableaux pour publier leurs propres résultats. Vous pourrez même revoir, je suis sûr que si on ressort les archives de STV, il y en a qui fabriquaient leurs propres résultats chez eux et se trompaient même de partis politiques. Moi, je me rappelle, certains publiaient les résultats et comme ils écrivaient tout et n'importe quoi, ils se trompaient même de partis politiques par rapport aux individus. Donc la loi ne l'interdit pas, mais il faut savoir raison garder pour la crédibilité des jeux politiques et pour la crédibilité des institutions. Parlons d'une autre actualité autour de ces élections, notamment de la transhumance politique. Un phénomène, j'ai failli dire, de plus en plus en vogue dans l'environnement politique de notre pays et surtout à l'approche des élections présidentielles, singulièrement d'ailleurs, hein, pas souvent les autres. Alors, comment expliquez-vous le phénomène croissant de cette transhumance politique dans notre pays? Je vais commencer par vous surprendre. Le Cameroun est l'un des rares pays où il y a moins de transhumance politique. Ok. Il y en a moins. Nous confondons la transhumance politique et la dissidence. Au Cameroun, il y a plus de dissidents que de transhumants. Okay. La transhumance suppose, la transhumance de manière littérale, vient du cheptel, du troupeau, où les animaux vont d'un espace à l'autre pour chercher des verts pâturages. Donc, la transhumance suppose qu'un individu peut partir d'un parti politique pour aller à un autre en fonction de ses sensibilités. Si vous observez la scène politique camerounaise, vous allez vous rendre compte que ce phénomène est rare. On a plutôt beaucoup plus de dissidents. Il y a des transhumants, mais on a plus de dissidents, c'est-à-dire des individus qui, à l'intérieur des partis, y compris par exemple le RDP, si on avait un moment ce qu'on appelle les progressistes, les conservateurs, les biaïstes et autres, on a eu l'UNDP avec des tendances qui ont donné naissance à la NDP, le FNNC et plus tard le NDP des Bois. On l'a vu au SDF, le chairman, chaque fois a eu affaire avec le 8.2, on l'a vu récemment au MRC, ainsi de suite. Donc la plupart de ces partis font preuve de dissidents. Et les dissidents, qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent les partis et ils vont créer d'autres partis politiques. Ce sont plutôt des dissidents. Mais les transhumants sont très peu nombreux dans l'espace politique camerounais. C'est vrai que parfois les gens mélangent les choses. Et ça, il s'agit ici de dissidents. La transhumance, deuxième chose, concerne surtout au Cameroun, si on peut parler de transhumance, concerne les militants. Elle concerne moins les élus. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il n'y en a pas suffisamment. Le transhumance, comme de temps en temps, on a dit qu'il y a tels militants qui sont partis de tel parti, à grand renfort de publicité, vous-même les médias, vous les relayez souvent, telle ou telle personne qui est partie. Mais les élus sont moins transhumants au Cameroun. Ce sont beaucoup plus des dissidents. Mais il faut également le décrier, parce que cela ne participe pas à la crédibilité de l'espace politique. Sur le temps, plus que ceux qui peuvent être transhumants, surtout les transhumants, et même maintenant plus les dissidents, surtout que les transhumants parfois font un saut d'une extrême à l'autre. Lorsqu'un individu est dans un parti tendance social-démocrate et que du jour au lendemain, il migre vers un parti qui est libéral, on peut quand même se poser la question sur sa formation idéologique. Absolument. On peut se poser les formations sur l'idéologie même du parti politique qui accepte d'accueillir un tel individu. Donc cela pose effectivement des problèmes dont les partis gagneraient à se crédibiliser davantage, à former davantage au militantisme. Parce qu'on ne peut pas être de gauche, se retrouver de droite demain, être à droite, se retrouver à gauche demain. Comment expliquer donc ce mouvement, ce phénomène-là? Qu'est-ce qui peut le justifier? La maturité politique de ceux qui s'engagent. Est-ce que ceux qui s'engagent avec conviction? Est-ce qu'ils s'engagent juste parce que c'est les faits politiques qui le créent? Parce qu'il y a le bouillonnement de la libéralisation de la parole et les individus, plus ou moins s'accrochent quelque part. À un moment, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à s'accrocher, ils cherchent à s'accrocher. C'est pour ça qu'on parle de transhumance. Il faudrait une vraie formation au militantisme politique à l'intérieur des partis. Donc les partis politiques gagneraient pour éviter ce phénomène qui tend à prendre de l'ampleur, à se crédibiliser. D'abord dans leur fonctionnement interne, mais à se crédibiliser auprès de l'électorat. Parce que cela, quelque part, a des effets sur les électeurs. De savoir que tel individu que je soutenais dans telle ou telle formation politique, en raison de telle ou telle idéologie, se retrouve plutôt à tête dans
on commence à se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas un suivi par villagisme? Est-ce que ce n'est pas un suivi ethno-communautaire? Est-ce que ce n'est pas un suivi identitaire? Est-ce que ce n'est pas parce que je cherche un mieux-être, je cherche un mieux financier et autres? Est-ce que je cherche une prébande, quelques gains, quelque part? Donc cela pose effectivement des problèmes en termes d'engagement politique et cela ne participe pas à crédibiliser l'espace politique également. Et selon vous, à l'analyse, dans notre environnement, quel est le prétexte véritable? Idéologique, financier, matériel? Quels sont les enjeux pour ceux-là qui... Parfois, tout cela peut se retrouver. Okay. Ça peut être une question purement ethno-identitaire. Ça peut être une question financière, parce qu'on estime que là-bas, on peut avoir un mieux-être, on peut avoir une posture qui va nous permettre de nous asseoir. Il y a un gain financier que l'on espère. Donc, tout cela, parfois, se mélange en fonction des individus qui sont transhumants. Alors, ce phénomène vide-t-il le jeu politique de toute consistance idéologique? Absolument. Absolument. Pourquoi? Quand on est néolibéral, il y a une idéologie que l'on porte. Et ces idéologies-là ont des impacts. Chaque idéologie a un impact sur la manière de formater les politiques publiques, sur la manière de se représenter l'espace public, sur la manière de se représenter même la République et la gouvernance institutionnelle. Vous ne pouvez pas, si vous êtes par exemple, je vais prendre un cas très simple, vous êtes au SDF, qui aujourd'hui dit que lorsqu'il sera au pouvoir, va mettre en place le fédéralisme. Donc ça veut dire que vous adhérez à cette marche-là, et un parti social-démocrate, vous adhérez à cette idéologie-là, et que demain vous vous retrouvez dans un parti néolibéral qui n'a même pas un cadre sur la forme de l'État, ça pose problème. Donc à partir de ce moment-là, comment est-ce que vous allez faire cette démarche, cette démarcation en termes de politique publique, en termes de gouvernance institutionnelle, en termes de philosophie même démocratique? Effectivement, ça vide le jeu politique. Et dans certains pays, on tend à vouloir visser la tendance à la transhumance politique. Et ce n'est pas simplement en Afrique. Justement, la question qui suivait était de savoir si, chez nous, faut-il légiférer pour limiter ou encadrer cette transhumance-là? Est-ce que c'est une incidence véritable dans le jeu au point où les élus à l'Assemblée, au Parlement, doivent s'y intéresser? À l'heure actuelle, comme je l'ai souligné tantôt, c'est un phénomène qui n'est... La transhumance par rapport à la dissidence est encore très faible dans l'espace politique camerounais. Donc, peut-être dans les années à venir, il faudra-t-il y penser, ou alors il faudra commencer à penser pour la limiter, ou alors pour mieux l'encadrer. Mais il ne faudrait pas aussi brider la liberté des individus. Il faudrait plutôt les former. Moi, je pense qu'il faut plutôt mieux les former. Il faut que les idéologies des partis politiques soient beaucoup plus solides, que les partis politiques soient beaucoup plus ancrés dans la construction de la République, dans la construction de la démocratie, que de chercher à brider les énergies des individus. L'autre expression, l'autre mot, expression, je prends plutôt ce terme-là, qui, je vais dire, martèle l'actualité ces dernières semaines, c'est ce qu'on appelle le mandat impératif. Évidemment, à la faveur d'un certain nombre de mouvements des élus, cette question revient assez souvent pour savoir notamment si aujourd'hui le MRC, qui n'a pas participé aux élections d'octobre 2020, élections locales, municipales et législatives, pourrait avoir un candidat à la prochaine présidentielle. D'abord, on va faire simple, prof. C'est vous qui êtes spécialiste des sciences juridiques et politiques. C'est quoi un mandat impératif? Pour parler de mandat impératif, moi aussi je vais essayer d'aller très vite. Il faut partir de deux concepts. La souveraineté populaire, parce qu'à l'origine, on estime que c'est le peuple qui détient le pouvoir. On a eu la théorie de la souveraineté populaire qui a été remplacée par la théorie de la souveraineté nationale. C'est d'ailleurs ce qui est consacré par l'article 2 de la Constitution du Cameroun. Si vous prenez l'article de la Constitution du Cameroun, la souveraineté appartient au peuple. Donc, il y a un déplacement en termes de théorie de gouvernance institutionnelle, donc la souveraineté nationale. Dans cette souveraineté nationale, donc, on a la représentation. Dans la représentation, donc, on a eu au départ ce qu'on appelait le mandat donc, impératif. Et le mandat impératif ici peut se voir à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est celui des partis politiques. Parce que dans la théorie de la souveraineté nationale, la souveraineté populaire,
au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, début du XXe siècle, cela coïncide aussi avec l'émergence des partis politiques comme cadre d'expression politique sur la scène nationale, notamment en Europe, en Amérique et autres, que la colonisation nous a amenés. À partir de ce moment, donc, ces deux mouvements vont amener la théorie de la souveraineté nationale et le mandat représentatif, comme je disais tantôt. Le mandat impératif, donc, voudrait que l'élu, et c'est j'ai bien dit à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est par rapport au parti politique. L'élu est soumis directement aux directives. Donc je préfère envoyer la totalité directement aux directives de son parti politique qui peut le révoquer à tout moment. Deuxième niveau, c'est par rapport aux électeurs. Parce que ce sont les électeurs qui choisissent. Les électeurs peuvent dire, bon, cet élu, nous on n'en veut plus, on peut le révoquer. Troisième niveau, c'est l'élu lui-même. C'est ce qui nous intéresse ici. C'est-à-dire que l'élu ne doit pas devenir une espèce de papillon ou une espèce de colibri qui va butiner de fleur en fleur. Donc, quand on est mandat impératif, on ne va pas butiner de fleur en fleur et ainsi de suite. On a donc dit il faut donner la liberté. Les êtres humains ne doivent pas être embrigadés. Donc, on sort donc du mandat impératif où, à tout moment, on peut être révoqué pour entrer dans le mandat représentatif. D'accord. Et c'est dans ce cadre-là que le constituant camerounais dit le mandat impératif est nul. Cela concerne le travail du député à l'Assemblée nationale. C'est l'alinéa 3, il faut bien le rappeler, c'est l'alinéa 3 de l'article 15. De notre Constitution. De notre Constitution. C'est dans l'alinéa 3. Donc, quand on parle du Parlement, c'est à la suite, quand on dit les députés représentent l'ensemble de la nation. D'accord. C'est l'alinéa qui vient avant. Et puis l'alinéa 3 qui dit le mandat impératif est nul. C'est le travail du député à l'Assemblée nationale pour lui donner une liberté. Sauf que, comme je l'ai dit tantôt, il y a eu l'émergence des partis politiques. Et ce sont les partis politiques qui investissent les candidats. Et au début de la législature au Cameroun, il y a une séance de validation des mandats. Donc si le député ou alors l'élu fait de la transhumance, il n'y a plus une session d'investiture pour un nouveau mandat par rapport au nouveau parti. C'est l'investiture première qui continue à être là. C'est pour comprendre d'abord ce que c'est que le mandat impératif ou alors le mandat impératif nul. Parce que l'élu n'est pas dans le cadre de sa conscience. Parce qu'il peut arriver qu'à l'Assemblée nationale, il y a une loi pour laquelle la conscience de l'individu va jouer. Il dit non, moi cette loi, elle ne me sied pas, même si c'est mon parti qui la porte. Ça veut dire qu'il se dit, je ne suivrai pas sur cette question la discipline du parti qui veut qu'on aille à gauche. Oui. Ma conscience m'oblige à aller à droite. D'aller à droite. Et il n'y a rien ne peut lui opposer. Absolument. Voilà. Absolument. C'est de cela qu'il s'agit dans le cas d'espèce. C'est son travail à l'Assemblée nationale. C'est ça qui fait que son mandat, on dit le mandat impératif est nul. Cela n'a absolument rien à voir. Voilà, cette nullité est circonscrite. Cette nullité est circonscrite au travail du député, dans sa liberté de conscience, dans l'exercice de ses fonctions comme député à l'Assemblée nationale par rapport aux lois et au contrôle de l'action gouvernementale. Donc, c'est ce qui fait que le mandat impératif est nul par rapport à son travail. Parce qu'on ne peut pas le révoquer. Parce qu'il a pris une direction autre que la discipline du parti. Parce que le parti peut avoir une discipline, dit moi je ne suis pas cette discipline-là. D'accord. Hein? Ou les électeurs disent, mais on a envoyé ce monsieur à l'Assemblée pour aller dire telle chose, il ne dit pas cela, et nous allons le révoquer. Donc, il y a également les électeurs. Donc, ça ne concerne pas simplement le parti, ça concerne également les électeurs. Je dis bien, c'est l'alinéa. Cet alinéa 3 intervient dans un registre bien précis, à savoir le Parlement, le travail du député à l'Assemblée nationale. En d'autres termes, un député qui quitte un parti politique pour un autre, comme c'est le cas dans l'actualité récente, ce changement, cette transhumance n'a pas d'incidence sur les élections
présidentielle. Aucune incidence. Je rappelle, je dis encore, aucune incidence. Vous voyez bien que vous voulez faire une espèce de transposition qui ne tient pas la route. Expliquez-moi. L'élection présidentielle a ses conditions. Vous ne pouvez pas poser, on ne peut pas dire conditions de validation d'une candidature à l'élection présidentielle et puis vous répondez le mandat impératif est nul. Non, il y a des conditions. Je vous ai rappelé tout à l'heure l'article 2 de la Constitution qui rappelle que les gouvernants tiennent leur pouvoir par la voie des élections. Je cite de mémoire l'article 3 et le Constitution, comme ne s'est pas trompé, qui vient directement à la suite de l'article 2, dit les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils exercent leurs actions conformément à la loi. L'article 6 de la Constitution, qui parle du président de la République, rappelle et renvoie les conditions d'élection du président de la République au domaine de la loi. Et la loi ici, c'est le code électoral. Et c'est bien fixé par l'article 121. Donc on ne peut pas faire une transposition. Vous voyez bien que vous-même vous avez du mal à faire la transposition. On ne peut pas dire quelles sont les conditions. On peut dire le mandat impératif. Est-ce que c'est une condition? Le mandat impératif par rapport à qui et par rapport à quoi? Donc on voit bien que là, on veut faire une transposition mécanique pour diluer un débat. Et un débat qui n'en est pas. Donc les conditions sont connues, sont reliées par l'article 121. Qui dit on peut être représenté. Il faut maintenant bien relire l'article 121 qui est clair à ce sujet. Il y a deux manières d'avoir des candidatures. Pour les autres élections, ce sont les candidats qui investissent. Les partis politiques. Les partis politiques. Pour l'élection présidentielle, il faut relire l'article 121 en entier. Être investi, soit par un parti politique, soit être candidat indépendant. Et on précise, les partis politiques non représentés. La représentation tient des élections. C'est bien dit, ce n'est pas les partis politiques représentés, les partis, ceux qui ne sont pas représentés. Donc ceux qui, en vertu des élections, n'ont pas obtenu de représentants. C'est en vertu des élections. Donc on ne peut pas boycotter les élections et avoir des représentants, puisque élu vient de électeur, élection. Donc on ne peut pas par un effet chimique ou mécanique ne pas avoir participé à une élection et avoir un représentant. Il faut avoir été aux élections. Donc l'article 121 est suffisamment clair à ce niveau. Si vous n'avez pas participé aux élections, il y a d'autres conditions qui sont aménagées pour vous. Et ces conditions relèvent donc de remplir les mêmes conditions que les candidats indépendants, c'est-à-dire 300 signatures que le législateur a pris sous le spécifié. Les catégories de ceux qui peuvent donner ces signatures-là. Ceux qui sont représentés, c'est-à-dire ceux qui ont un statut représenté, et maintenant les membres des chambres consulaires. Je rappelle qu'il n'y en a que 3 au Cameroun, 3 chambres consulaires. Le Conseil économique et social, la Chambre de l'agriculture et la Chambre de commerce. Donc il n'y a que ces 3 chambres consulaires-là. Donc ce sont ces personnes-là qui peuvent donner leur signature. Vous remplissez ces conditions, vous êtes candidat. À défaut, vous vous faites donc représenter ou alors investi par un parti politique qui a participé aux élections. C'est-à-dire qui a des élus. Un parti politique qui a des élus. Je vais peut-être vous poser une question à mon tour. Prenons l'article 155 de la loi électorale. Un parti qui vous dit aujourd'hui, moi j'ai des élus alors que je n'ai pas été aux élections. S'il y a une élection partielle, est-ce que ce parti peut participer? Je vous dis tout de suite non. Parce que seuls les partis politiques ayant participé aux élections en général peuvent compétir. Donc, on n'a pas participé aux élections, on ne peut pas avoir des élus. On n'a pas été au départ du processus. Il faut attendre un autre processus. Mais sauf que, comme je l'ai dit tantôt, la loi a aménagé des espaces. Cet espace, donc, comme vous aménage, c'est par exemple de vous faire investir par l'un de ces partis. Et au regard
des dernières consultations électorales, au Cameroun aujourd'hui, il n'y en a que 19 partis politiques qui peuvent investir un candidat. Alors, parce que c'est le mot investir. Absolument, quel est le mot qu'il est. C'est bien dit, les sont investis. Donc maintenant, il n'y a que 19 qui peuvent investir un candidat à l'élection. Alors, vous direz comme certains acteurs, notamment des acteurs politiques, que ça doit être une malice pour le pouvoir de faire une prorogation des mandats des élus locaux pour éviter des élections municipales et législatives avant l'élection présidentielle, élection qui aurait pu donner des élus à certains partis, notamment le MRC qui n'a pas pris part aux élections de 2020. Tout à l'heure, je disais qu'il faut que les hommes politiques apprennent à se crédibiliser et à lire la scène politique. D'accord. C'est très très important. La plupart du temps, si vous suivez les législatures et les mandats des conseillers municipaux, chaque fois qu'il y a eu coïncidence du calendrier électoral, les mandats des députés et les mandats des conseillers municipaux ont été prorogés. Donc ce n'est pas une nouveauté. Et ce n'est pas simplement à cause du MRC que cela a été fait. Parce que ce n'est pas le seul, il n'y a pas que le MRC qui voulait aller aux élections. Donc il faudrait que les hommes politiques sachent lire la scène politique. Donc ce n'est pas la première fois que l'on proroge le mandat des conseillers municipaux et des députés, puisque la loi le permet. Le seul mandat qui ne peut pas être prorogé, c'est le mandat présidentiel. C'est pour cela qu'en 2018, il vous souvient qu'en 2018, certains disaient même qu'il fallait proroger parce qu'il y avait la crise dans le Nord-Ouest. On dit que non, on ne peut pas proroger. La loi ne le permet pas. Les élections vont se tenir, même si une partie du pays n'est pas stable. Parce que le mandat présidentiel ne peut pas être... C'est le seul mandat qui peut être prorogé. Les autres, oui, la loi le permet. Donc, il faut bien que les gens soient avisés. En 2013, tout à l'heure je l'ai rappelé, il y a eu, en vertu du code électoral actuel, des élections le 30 septembre, des élections législatives et municipales, qui devaient coïncider avec l'élection présidentielle de 2018. Le mandat des députés et des conseillers municipaux a été prorogé. C'est pour ça qu'il y a eu l'élection en 2020. Bien avant. Donc, il ne faut pas être surpris de cette prorogation. On ne peut pas croire qu'on a voulu barrer la voie à un acteur politique. Il faut être avisé pour savoir que... Et personne, s'il faut revenir en arrière, personne n'a obligé le MRC à boycotter. Moi, je ne suis pas dans la tête des militants du MRC, du plan national du MRC. Je ne sais pas si il avait un fusil sous la tempe au moment où il faisait sa conférence de presse. Du moins, les images que moi j'avais vues, personne ne l'a obligé, ce 25 novembre 2019, à dire que le MRC n'ira pas aux élections. Parce que les élections locales n'ont pas simplement pour enjeu de contrôler l'entièreté de la Chambre. Mais les élections locales ont également pour enjeu de pouvoir faire partir de la représentation. C'est pour cela qu'on est non représenté. Il faut bien saisir la nuance du législateur. C'est pour ça qu'on est non représenté, parce qu'on ne fait pas partie de la représentation. Donc les élections permettent aussi de faire partie de la représentation nationale qui est l'Assemblée nationale, ou alors la représentation au niveau des exécutifs locaux et régionaux. Donc c'est ça aussi l'enjeu de participer à ces élections-là. Ce n'est pas simplement de dire nous allons entièrement, parce que les 19 partis politiques que nous énumérons aujourd'hui, tous ne contrôlent pas foncièrement les municipalités. Le Manidem a des conseils municipaux, il ne contrôle pas les municipalités. L'Univers a des conseils municipaux, il ne contrôle pas une municipalité. Il y a quelques partis politiques comme ça qui ont des élus locaux, mais qui ont des députés, mais qui ne contrôlent pas foncièrement toute la représentation nationale, l'Assemblée nationale. Il faudrait bien comprendre que pour n'être pas partie de la représentation, on devient donc non représenté, conformément à ce que dit l'article 125. Donc ce n'est pas foncièrement barrer la voie à un parti politique. Donc, et comme les juristes savent bien se le dire, nul ne peut aussi prévaloir de sa propre turpitude. Alors, que révèlent les changements d'étiquette politique fréquents sur la maturité de notre système partisan? Non, il faut bien savoir une chose.
notre système est également un système en cours de maturation. Il n'y a pas un système qui va se stabiliser une bonne fois pour toutes. On voit bien, si on prend ce que vous appelez souvent les vieilles démocraties, même si je n'aime pas très bien ce mot, on a vu récemment aux États-Unis, entre le premier mandat de Trump, le départ, le retour, on le voit aujourd'hui en France où les gens crient, où aujourd'hui l'Assemblée nationale française a une instabilité pratiquement chronique, où on ne sait pas où se trouve, de quel côté se trouve la majorité. Donc, chaque système se construit avec l'imaginaire des hommes qui sont en place. C'est pour cela que nos hommes politiques doivent prendre conscience de ce que nous devons bâtir une république. Chaque acteur à son niveau. Il ne faudrait pas simplement chercher à jeter la pierre à l'autre. Chacun doit prendre conscience de ce que nous devons bâtir une république, nous devons construire une nation. Et c'est en fonction de cela que on va donc mettre en place des institutions qui vont crédibiliser le jeu politique, qui vont nous permettre, en tant qu'acteurs politiques, de nous crédibiliser nous-mêmes. Il ne s'agit pas seulement de faire des déclarations, mais il faut savoir crédibiliser. La crédibilité du jeu politique commence à l'intérieur des partis politiques. Comment ils sont organisés? Comment ils construisent leur militantisme? C'est très important d'insister là-dessus. Comment ces partis-là font pour attracter et attirer les électeurs, pour attirer les militants et pour les garder dans un jeu républicain. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'attirer, mais il faut attirer dans un jeu républicain. D'accord. Sur un autre plan, mais toujours dans le jeu politique, un autre parti qui a attiré au regard de l'actualité qui l'entoure les regards de plus d'un, le PCRN, avec la querelle interne. Hein. Que révèle selon vous le conflit de légitimité entre Robert Konan, le président fondateur de ce parti, et Cabral Libby, qui est le président en exercice, au sein du Parti camerounais pour la Renaissance nationale? Il y a quelques jours, le PCRN a tenu un congrès. Et je pense que à partir de ce moment, cette crise de légitimité ne se pose plus. Maintenant, est-ce qu'il y a une crise de l'égalité? Est-ce qu'il y a une crise de l'égalité? Il y a également à penser que ce congrès a mis fin à cette crise de l'égalité. Maintenant, l'autre problème de fond, c'est la perception de l'opinion par rapport à ce jeu. Est-ce que cela va servir ou desservir le PCRN? Donc le PCRN lui-même et tous les acteurs du PCRN doivent travailler à construire leur propre légitimité, à asseoir à l'intérieur de ce parti une certaine stabilité institutionnelle. Donc, les querelles ne servent pas les partis. Donc, il ne faudrait pas tout le temps jeter la pierre à l'autre, mais à l'intérieur des partis, on doit travailler, comme je disais tantôt, à construire une légitimité, à construire une légalité, à construire une crédibilité, une responsabilité politique. Dans ce conflit, on a vu le ministère de l'administration territoriale, j'ai failli dire pleinement impliqué. D'ailleurs, dans les différents procès, il était représenté. Doit-on penser que le MINAT doit trancher dans un conflit interne à un parti politique? Parce que l'un des prétextes qui était pris à l'époque, c'était de dire que, en tant qu'administration qui octroie souvent les agréments ou alors reconnaît l'existence des acteurs qui soient politiques ou de la société civile, le MINAT avait bon rôle de jouer ce jeu-là. Vous avez la même position. Le MINAT doit-il trancher pour revenir dans des crises internes aux partis politiques? Le MINAT ne doit pas trancher. Le MINAT ne doit pas trancher dans les crises internes des partis politiques. Par contre, les autorités administratives doivent veiller à l'ordre public. Doivent veiller à l'ordre public. Donc, à partir de ce moment-là, il faut bien faire la distinction. D'accord. Un parti politique se gouverne par ses propres statuts. Bien sûr. Et dans le cas du PCRN, qui nous concerne, les statuts du PCRN sont clairs, et le congrès de Nkola Fambala a bien confirmé. Et on voit bien que la justice a donné raison à l'actuel président du PCRN, M. Cabral Libby. Et vous allez bien vous rendre compte d'une chose, il n'y a pas une note officielle du MINAT qui ait pris position pour l'un ou l'autre. La seule note officielle du MINAT que vous pourrez trouver
concernant la présence du PCRN date de 2019. D'accord. Et d'août 2019. En août 2019, le MINAD prend acte de ce que, après le congrès de mai 2019, M. Cabral Libby est le président du PCRN. C'est la seule note officielle du MINAD. Il y a eu quelques sous-préfets qui, dans quelques arrondissements, ont voulu faire preuve d'un certain zèle, qui ce sont eux. Ce sont ces notes-là qui ont circulé. Il n'y a pas une note officielle du MINAD qui dit que il y a un problème à la tête du PCRN. Il y a plutôt une tendance à inscrire dans l'opinion publique une espèce de désordre au sein de ce parti, et il appartient à ce propre parti de régler cette question-là. D'accord. Pour revenir tout à l'heure, on a longuement épilogué sur le mandat impératif et autres, mais on va spécifiquement cette fois-ci parler du cas de Maurice Kamto, parce que c'est un cas fort dans l'actualité, qui a d'ailleurs tenu un meeting à Paris récemment. Concrètement, prof, est-ce que le boycott des législatives de 2020 empêche la candidature de Maurice Kamto, quel que soit le moyen et la forme, le chemin, le moyen, pour l'élection de 2025? L'individu Maurice Kamto n'est pas empêché par le boycott. D'accord. Non, il faudrait déjà le dire comme ça. Parce que la loi a aménagé les conditions de candidature. Tout à l'heure, je vous ai dit, il ne faut pas faire une transposition entre les conditions, parce qu'il n'y a nulle part parmi les conditions de validation qui relèvent des articles. Si vous prenez le code électoral de 117 pratiquement à 122, 123 articles, nulle part il n'est mentionné le mandat impératif. Donc cela n'est pas opérationnel dans le cas d'espèce. Mais maintenant, est-ce que la personne Maurice Kamto peut être candidate? Je vous dis, elle peut l'être. Si le MRC, parti non représenté, réussit à réunir 300 signatures. Donc, le MRC réussit à réunir 300 signatures, c'est-à-dire les mêmes conditions qui sont requises pour... Là, nous sommes encore à l'intérieur du MRC. Réussit à réunir 300 signatures à raison de 30 par région, de personnalités que la loi a expressément identifiées. Le MRC peut présenter Maurice Kamto. Maintenant, si le MRC ne peut pas réunir cette condition, la loi donne à l'individu Maurice Kamto la possibilité d'être présenté par un autre parti politique qui, lui, a des élus. Donc c'est un parti qui a pris part aux élections. Et actuellement, il y en a 19. On peut commencer à faire une espèce de recension et puis un décalage. On peut, par exemple, trouver un parti qui viendrait bien le présenter, à condition que M. Maurice Kamto démissionne du MRC. Ah, d'accord. Parce que la loi sur les partis politiques, je cite de mémoire, je crois son article 7, dispose que nul ne peut appartenir à plus d'un parti politique. Donc, si vous êtes président national du MRC, vous démissionnez du MRC et vous démissionnez du MRC. Une fois que vous avez démissionné du MRC, vous faites donc présenter par un parti politique qui lui répond aux critères définis par la loi. En d'autres termes, un parti politique ne peut-il pas présenter un candidat qui n'est pas militant en son sein? Un individu qui est militant a déjà un parti politique. Mais les individus non militants, c'est le cas par exemple de M. Akeremouna, qui est présenté par Univers. On ne lui connaît pas un autre parti politique. Le même parti Univers qui avait présenté M. Cabral Libby en 2018. Donc le problème à ce niveau ne se pose pas. Mais si vous êtes encarté dans un parti politique, vous ne pouvez plus automatiquement être encarté dans un autre parti politique. Non, je veux un peu relever la nuance. C'est-à-dire que vous êtes peut-être encarté. Oui. Mais est-ce qu'un autre parti politique ne peut pas présenter un candidat qui n'est pas son militant, qui est encarté ailleurs? Et dès que vous êtes encarté ailleurs, vous devez quitter là où vous êtes encarté. Parce que la présentation suppose l'investiture, même si c'est un encartement momentané. Donc vous devenez encarté par ce candidat. Or, vous ne pouvez pas avoir deux
possibilité d'encartement. C'est pour ça que la loi sur les partis politiques, nul ne peut appartenir à plus d'un parti politique. Même si vous n'avez pas encartement de manière officielle, le fait d'être représenté par ce parti, à ne pas confondre avec les coalitions autour des candidats. Parce que c'est ça, parce que c'est l'autre problème. Les coalitions autour d'un candidat, c'est-à-dire que tel parti présente un candidat, et autour de ce candidat, il y a d'autres partis qui vont se coaliser pour soutenir cette candidature-là. Donc l'encartement ne doit pas être confondu avec les coalitions autour d'un candidat. Donc s'il veut être présenté, si Maurice Kamto veut être présenté par un autre parti qui remplit les conditions, il fait très simple, il démissionne du MRC et ce parti-là le présente. Donc pour faire clair, les récents mouvements de certains conseils municipaux, notamment parti du SDF pour le MRC, ne donnent pas la possibilité au MRC d'investir un candidat. Absolument pas. Absolument pas. En vertu de la représentation. D'accord. Parce que ce sont les élections. Le problème, c'est quoi? Et c'est là où tout à l'heure, je parlais de la responsabilité des partis. Les partis politiques ont l'investiture des candidats. Je voudrais vous rappeler une chose. Lorsque le 25 novembre 2019, le MRC décide de ne pas investir des candidats, et la loi dit que les partis peuvent être investis. 25 novembre, c'est l'annonce de la conférence. C'est l'annonce de la conférence de presse. Décide de ne pas investir des candidats. Ces individus ne sont plus investis. Est-ce que la loi leur a fait la position de dire si vous n'êtes pas investi par tel parti, vous pouvez être investi de manière indépendante? Non, parce que la seule possibilité d'avoir des candidatures indépendantes, c'est la présidence de la République. Même dans les législatives où il y a un seul siège, la loi ne permet pas de candidatures indépendantes. Il faut être investi par un parti politique. Donc, ce sont les partis politiques qui tiennent même mise sur le jeu politique. Donc, dès lors que les partis ont investi des candidats, ce sont ces partis-là qui ont la même mise sur la représentation. L'individu, lui, a changé d'opinion. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais du mandat impératif, le mandat impératif concerne aussi, c'est le troisième niveau de mandat impératif que j'évoquais tantôt, qui concerne aussi l'individu qui change. Parce que si le mandat devient un mandat papillon, aujourd'hui, on peut être dans le parti A, demain on est dans le parti B, après, tant que la législature n'est pas achevée, on est dans le parti C, et peut-être avant la fin de la législature, c'est le parti C, D, E, peut-être pas le parti F. Vous voyez bien un peu. Il faut donc bien comprendre le processus d'investiture qui donne la représentation. Par conséquent, il y a des partis qui sont non représentés. D'accord. Cela dit, ce débat ne traduit-il pas une volonté de judiciariser excessivement la compétition politique dans notre pays? On n'a pas besoin de chercher à judiciariser la compétition. La compétition politique est encadrée par une loi. Et cette loi, c'est le code électoral. On ne va pas chercher à transformer le code électoral au gré d'un individu. Parce que ce même code électoral, je l'ai rappelé tantôt, a servi pour la présidentielle de 2018 avec le même individu. Donc, d'où vient-il que subitement, on pense qu'il faille le judiciariser ou entrer dans un juridisme qui ne traduit pas la réalité que le législateur a voulu lui accorder? Alors, cela dit, la jurisprudence, ou du moins dans ce débat, serait-il nécessaire au bout du processus que le Conseil constitutionnel s'exprime, tout au moins pour clarifier la position des règles telles que prescrites par la Constitution et la loi électorale? Le Conseil constitutionnel s'exprimera en temps opportun. Le Conseil constitutionnel n'a pas besoin de s'exprimer lorsqu'il n'est pas saisi. Le Conseil constitutionnel n'a pas été saisi de quelques requêtes. Nous ne sommes pas encore en contentieux électoral, ni pré-électoral. Donc le Conseil constitutionnel n'a pas encore été saisi. Et je voudrais rappeler une chose.
le Conseil constitutionnel peut être saisi par toute personne ayant qualité dans le processus. Ça veut dire quoi? Un candidat peut également chercher à disqualifier un autre. Donc il ne faudrait pas seulement croire que le Conseil va se saisir. Non. Un candidat peut être récusé. Parce que qu'est-ce qui va se passer lorsque le décret portant convocation électorale sera signé? Il faudrait bien maintenant rappeler le processus. D'accord. Dans les prochains jours, au regard des délais, ce décret peut être signé d'ici le 9 juillet. Okay. Le 9 juillet 2025. Si on s'en tient au regard des délais, le 9 juillet 2025. C'est 3 mois avant, normalement. Oui, on est dans parce qu'il y a 2 délais. Le délai avant l'expiration du mandat, le délai pour l'organisation, c'est qui est entre le délai de la convocation du corps électoral. D'accord. Une fois que le corps électoral est convoqué, il y a 10 jours pour déposer les candidatures. Donc, ces candidatures, c'est l'ECAM qui va les examiner pièce par pièce. Donc, les candidats vont déposer des pièces. Et nous avons rappelé tout à l'heure, il y a les pièces qui relèvent de l'individu candidat, il y a les pièces qui relèvent de l'investiture. L'individu qui a les 35 ans révolus, sa lettre d'engagement, ainsi de suite. Casier judiciaire vierge. Casier judiciaire vierge, l'inscription sur l'électoral et autres, ça relève de l'individu. Et puis maintenant, l'investiture. Soit comme candidat indépendant, soit candidat présenté par un parti politique. Donc il y a de ces deux mouvements. C'est l'ECAM qui va d'abord faire le premier tamis. Pardon. Et publier la liste. Et maintenant, on peut donc aller en contentieux pré-électoral devant l'ECAM. Donc vous ne pouvez pas demander au Conseil constitutionnel de s'exprimer maintenant sur un débat qui est sur la place publique et qui, pour le moment, n'engage pas le Conseil constitutionnel. D'accord. Partons un peu ou alors éloignons-nous des partis politiques pour parler cette fois-ci de la société civile. A-t-elle encore un rôle structurant à jouer dans le débat public, dans le débat politique, dans le débat citoyen aujourd'hui? On a tendance à la voir de moins en moins sur les questions critiques de l'actualité. La question, c'est d'abord de savoir c'est quoi la société civile. C'est ça le problème. Qui représente la société civile? Qui parle et agit au nom de la société civile? Est-ce que nous avons, quand vous dites société civile, je réfléchis tout haut. Est-ce la définition extensive que donne la théorie allemande? Est-ce que la théorie française? Ou alors est-ce la théorie américaine de la société civile? À partir de ce moment, on va bien se poser. Parce que vous, les médias, vous faites partie de la société civile. Bien sûr. En Allemagne, par exemple, on considère que les partis politiques font partie de la société civile. Aux États-Unis, on aura la société civile en dehors de la sphère de l'administration publique et toutes ces organisations qui animent l'espace, donc l'espace sociétal. Au Cameroun, vous avez différents acteurs qui se réclament de la société civile. Est-ce que ces acteurs-là ont un rôle politique à jouer? Parce qu'il ne suffit pas de se réclamer la société civile pour l'être. Parce que parfois, certains acteurs qui sont réclamés de la société civile ont fini par avoir des positions purement politiciennes. Et c'est là parfois cela dérange, au point de vouloir se substituer aux partis politiques. Donc cela, parfois, parce que les débats portés par la société civile sont nombreux. Est-ce que c'est les questions environnementales? Est-ce que c'est le débat sur les questions de consommateurs? Est-ce que c'est les questions de santé? Maintenant, sur les questions purement politiques, on peut avoir des acteurs qui ont envie de former les jeunes à la citoyenneté. On peut avoir des acteurs qui ont envie de faire un encadrement politique. Il y a même des acteurs qui peuvent aider à former les acteurs politiques à la vie politique. Tous ceux-là vont participer de la société civile. C'est pour ça que j'ai interpellé, je vous ai rappelé, vous les médias, vous faites partie, de mon point de vue, de cette société civile-là. Et cette société civile doit se crédibiliser, parce qu'il ne faudrait pas penser qu'elle agit en marge des institutions républicaines, ou alors qu'elle agit en marge du jeu politique. Parce que le problème, nous avons une nation à construire. Bien sûr. Si certains acteurs de la société civile s'érigent en docte au-delà des acteurs politiques, finalement, ils deviennent des acteurs politiques. Ils n'ont qu'à laisser leur casquette de société civile pour entrer dans le jeu politique. Sur le temps, plus que nous l'avons dit tout à l'heure, le jeu politique, jusqu'à peu de contraire, est monopolisé par
les partis politiques. Donc ceux qui se réclament comme acteurs de la société civile gagneraient à préciser effectivement leur position et gagneraient également à participer à ce jeu. Donc de manière multiforme, une société civile peut jouer un rôle, mais il faudrait que cette société civile elle-même se définisse déjà par rapport à l'ensemble des institutions politiques qui se meuvent sur la scène politique. Et au Cameroun, à l'observation, vous, comment est-ce que vous définissez la société civile camerounaise? La société civile camerounaise, c'est d'abord des individus qui participent à la vie politique. Mais maintenant, on peut avoir des organisations qu'on appelle vraiment des ONG. Organisations non gouvernementales. Non gouvernementales. Ou alors des organisations de la société civile qui ont un statut qui leur est ainsi reconnu. Et on voit parfois que certaines associations dites de société civile qui ont ce statut ont en leur sein des acteurs politiques. Ou alors prennent des positions d'ordre politique. Mais il faudrait bien que cette société civile, elle-même, ces acteurs dits organisations non gouvernementales, se crédibilisent. Quel est le rôle qu'il leur a assigné et quel rôle qu'ils veulent eux-mêmes s'assigner sur la scène nationale. Je ne voudrais pas parler de la scène politique, parce que la scène politique, de mon point de vue, concerne les acteurs politiques. Mais sur la scène politique, si on veut encourager les jeunes à la citoyenneté politique, si on veut encourager les jeunes à l'engagement politique, il faudrait que soi-même on soit conscient de ce que cet engagement politique veut aboutir à quelle ou telle chose. Donc, le drame pour notre société civile, du moins pour ceux, les acteurs qui s'en réclament souvent, ce sont les sources de financement, qui sont souvent des sources de financement externes. Ce qui fait que parfois, ces organisations sont sujettes à devenir des relais locaux des chantres d'une certaine idéologie qui vient d'ailleurs et qui ne participe pas à créer un climat apaisé au sein de la société camerounaise. Alors, selon les chiffres les plus récents, ou les derniers chiffres publiés par Elecam, on avoisinerait désormais les 8 millions d'électeurs. Ce qui évidemment tranche avec les derniers chiffres des récentes élections. On a pu voir quand même un intérêt particulier, une augmentation considérable du nombre d'électeurs. Voyez-vous des signaux d'un réveil citoyen réel en vue de la prochaine présidentielle 2025? Les Camerounais sont de plus en plus intéressés et déterminés à faire valoir leur droit de vote, leur voix pour ce niveau de choix. Lorsque vous parlez de 8 millions d'électeurs, il faudrait mettre cela en relation avec le nombre d'électeurs précédents. On a augmenté à peu près de 500 000 ou 600 000 électeurs. Absolument. Donc, ce qui, de mon point de vue, est déjà acceptable. Mais maintenant, le tout n'est pas le nombre d'électeurs qui augmente. Ce sont ceux qui se déplacent pour aller voter. Ce sont ceux qui se déplacent pour aller voter. Combien d'électeurs se déplacent? Si vous prenez les chiffres des élections, vous allez vous rendre compte que pour la présidentielle 2018, c'est pratiquement 53% de taux de participation. Donc, il y a bien un problème. Et ce taux est variable en fonction des régions, des départements, voire des arrondissements. Ce taux est variable. Donc, il faudra aussi qu'à ce niveau-là, que les acteurs politiques encouragent une participation politique pacifique. Que les acteurs politiques fassent un effort pour amener les électeurs à se déplacer. Et, à force de crier chaque fois sur les réseaux sociaux, on n'encourage pas les gens à aller voter. Il y a des partis politiques qui ont réussi à stabiliser leur électorat, comme le RDPC. Ce qui fait que si vous n'encouragez pas les gens à se déplacer, parce que si vous faites des statistiques, vous voyez que l'électorat du RDPC est pratiquement stable. C'est cet électorat-là qui se déplace pour aller voter. Et le RDPC fait tous les efforts pour que son électorat se déplace. D'autres partis politiques font cet effort, notamment l'UNDP, l'UDC dans le Noun fait un très gros effort pour avoir son électorat qui se déplace. Et on voit bien comment ces partis politiques arrivent à engranger des résultats. Le PCRN, qui vient d'arriver sur la scène politique, a fait un effort pour encourager les jeunes à s'inscrire. On a vu les résultats qu'il a engrangés en 2020. On verra avec l'élection présidentielle qui arrive quelles seront les nouvelles tendances. Quelles seront les nouvelles tendances? Donc, à partir de ce moment-là, il ne s'agit pas simplement de tabler. Le nombre d'électeurs, c'est l'ECAM qui va organiser les élections. Maintenant, les électeurs qui se déplacent, ce n'est pas l'ECAM qui va les déplacer. Et l'ECAM n'a pas
le moyen, ou alors la force, ou alors le pouvoir d'obliger les électeurs à se déplacer. Je rappelle qu'au Cameroun, le vote n'est pas obligatoire. Dans certains pays, y compris en Europe, le vote est obligatoire. Au Cameroun, le vote n'est pas obligatoire. Donc les partis politiques gagneraient à avoir des stratégies pour amener les électeurs à se déplacer. Alors, cela dit, on s'interroge également sur le rôle des intellectuels. Lorsqu'on observe, par exemple, que le débat, tout au moins le débat médiatique, le débat public, le débat sur la scène, tend à... Je vais peut-être me redire, il devient tendu, ce débat-là, entre intellectuels qui, évidemment, ne s'accordent pas toujours sur les différentes définitions, sur les différents thèmes, sur les différentes problématiques qui concernent cette élection présidentielle. C'est à s'interroger sur le rôle que vous, les intellectuels, devez avoir à une période comme celle-ci. Ce n'est pas aux intellectuels de dire en réalité quels sont les thèmes de l'élection. C'est d'abord aux candidats de proposer leur programme. D'accord. C'est d'abord aux candidats. Mais maintenant, il se trouve que depuis un certain temps, on veut faire un déplacement de débat. Depuis un certain temps sur la place publique, on fait un déplacement de débat pour un candidat qui a pris sur lui de ne pas aller aux élections législatives municipales. Et maintenant, s'agissant des intellectuels proprement dit, il faudrait donc que pour ceux qui pensent qu'il va absolument déplacer le débat, il faut être humble. C'est la première qualité d'un intellectuel, l'humilité. D'accord. La deuxième qualité, c'est l'éthique. La troisième qualité, c'est la responsabilité. L'autre qualité, c'est la pertinence des arguments. Et maintenant, la logique de la démonstration. Que mettez-vous dans chacune de ces... L'humilité. Il faut savoir accepter ce qui se joue sur la scène. Il ne s'agit pas simplement de faire des déclarations pour les déclarations au risque d'amuser la galerie. L'éthique. Reconnaître qu'à un moment donné, on peut se tromper. La responsabilité. Nous avons un rôle d'éducation. Nous n'avons pas, en tant qu'intellectuels, nous avons un rôle d'éducation. Nous devons amener la population à comprendre ce qui se joue. Nous n'avons pas besoin de l'abrutir, à porter des débats qui n'ont pas de sens. Et maintenant, la pertinence des arguments. Nous sommes ici, et c'est pour ça que vous interpellez les intellectuels, dans les cas de conditions d'une validation d'une candidature à l'élection présidentielle. On ne peut pas déporter le débat sur quelque chose qui n'en tient pas lieu et vouloir en faire une condition, alors que à ce niveau, la loi est suffisamment claire. Donc il faudrait bien, à partir de ce moment-là, avoir aussi la logique du raisonnement. De quoi parlons-nous? Nous parlons de l'élection présidentielle et nous parlons des conditions de l'élection de candidature à l'élection présidentielle. Nous ne parlons pas du mandat impératif. Parce que les tenants de cette thèse n'arrivent pas jusqu'à présent à en apporter les arguments pertinents. On glisse et on s'arrête. Non, il y a bien. Parce que vous ne pouvez pas, un temps, foncer sur l'article 115 alinéa 3 et revenir sur parler des partis politiques représentés. Je dis donc encore, et je le rappelle, la loi ne parle pas de partis politiques représentés, la loi partis politiques non représentés. Donc à partir de ce moment-là, il y a une crédibilité que nous, les intellectuels, devons avoir dans ce jeu politique-là. Vous avez certainement suivi, puisque c'est dans l'actualité, cette passe d'armes à distance entre deux de vos collègues universitaires, le professeur Mathias Ereko Nangini et le professeur Moïse Timchouin, qui d'ailleurs, l'un a tendu la perche à l'autre en se disant « je vous invite à un débat », ce que l'autre a poliment rejeté comme invitation. Vous, quelle est votre lecture de cette passe d'armes et de ce rejet qui acceptait d'invitation aussi? Il est normal qu'en pareille circonstance, les universités discutent et débattent. Parce que nous avons un rôle, tout à l'heure j'ai parlé responsable, nous avons un rôle d'éclairage. Bien sûr. Et ça fait partie des missions de l'université. Il y a l'enseignement, la recherche et l'appui au développement. Donc parmi l'appui au développement, c'est la vulgarisation de la science, donc à travers ce rôle d'éclairage. Donc c'est normal que si il y a un sujet en débat, que des universités confrontent leurs arguments. Et cela peut prendre plusieurs formes. Un média peut inviter
des universitaires pour échanger sur le sujet. Le débat peut avoir lieu à l'université. Le débat, et à l'université, il y a également des manières de faire un débat. Le problème qui se pose aujourd'hui en réalité, pourquoi certains refusent? C'est parce qu'en réalité, beaucoup de nos collègues ont perdu l'idée de débat, ont perdu l'idée de la confrontation. On vient en amphi et de manière docte, on rappelle son grade, sa posture, on dispense son cours, on disparaît, on revient la prochaine fois, on parle de manière docte, et ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup, dans nos universités, il y a moins de colloques, il y a moins de séminaires, il y a moins de conférences, débats. Vous n'entendrez pas facilement parler d'un café juridique, d'un café Sciences Po, d'un café littéraire, où les anciens discutent sur une thématique. Et donc parfois, certains n'ont pas cette culture du débat, n'ont pas cette culture de la contradiction. Et je peux m'aller plus loin. Dans certains niveaux, beaucoup d'étudiants ne connaissent même pas ce que publient leurs enseignants. Parce que l'enseignant ne met pas à disposition. Oui, en première année, on peut avoir un cours général et autres, mais à partir de la licence, Master 1, Master 2, donc parfois on ne connaît même pas ce que publient les enseignants, on n'a même pas lu les travaux, parce que l'enseignant lui-même n'a pas lu, n'a pas mis à disposition, ne vulgarise pas ce qu'il écrit. Donc cela également pose problème. Et certains écrivent leurs travaux, n'en discutent même pas avec leurs collègues, et c'est au détour d'une revue qu'on découvre un nom qui apparaît, ou alors au détour d'un débat, on se surprend à avoir un collègue qui passe à la télé ou à la radio. Donc c'est un peu ça. Donc certains collègues n'ont pas cette habituation au débat, à la contradiction. Donc du coup, je peux comprendre que certains en sont effrayés, parce qu'ils ne savent pas comment discuter. Ils ne savent pas comment échanger. C'est aussi un apprentissage. C'est un exercice qui se fait. Et cet exercice-là, il faudrait que certains collègues s'y habituent, pensent à commencer à s'y exercer. Peut-on encore parler d'une pensée politique camerounaise sérieuse et autonome dans le monde universitaire? Il y a des penseurs politiques au Cameroun. Au sein de l'université? Au sein de l'université. Il y a énormément de pensées et cette pensée est diversifiée. Donc on ne peut pas avoir une pensée unique. Et tout à l'heure, vous avez parlé de ce débat. Je rappelle que l'université, c'est le monde de l'universel. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a deux choses. D'un côté, les hommes politiques ont cherché à comprendre ce qui se passe à l'université. Et de l'autre, on a donné des franchises à l'université pour permettre justement le bouillonnement de la pensée. Parce qu'à l'université, comme on le dit vulgairement, de la confrontation des idées, j'ai la vérité. Et quel que soit le domaine, il faudrait qu'il y ait une confrontation intellectuelle à l'université. Donc, nos universitaires, sur le plan politique, réfléchissent sous la coordination d'un collègue, le professeur Frère Jémin Dongwa. Nous avons publié un ouvrage qui fait aujourd'hui office pratiquement de bréviaire, la vie politique camerounaise, dont je profite de votre tribune pour remercier ce collègue de m'avoir associé à ce travail scientifique. La vie politique camerounaise, je pense qu'au sortir de cette émission, vous aurez le plaisir de montrer à vos téléspectateurs un exemplaire de cet ouvrage. J'en avais là? Oui, effectivement, je l'ai là. On va pas se priver. Donc, notre collègue qui a publié, c'est en trois tomes, là, ça je vous ai apporté juste l'un des tomes. Connaissance et savoir sous la direction de Fred Jérémy Medongwa, la vie politique camerounaise. Il y a bien un bouillonnement intellectuel universitaire. Un regard introductif transversal, préface de Guillaume Ekambi Dibongin, postface de Guy Mvele. Professeur Ekambi qui est le président de la Commission de l'Université de Douala, mais qui est également un politologue. Tout à fait. Bien connu de la place publique. Voilà. Donc, en résumé, vous évoquez donc la richesse. Oui, la richesse de la pensée politique dans nos universités. Donc, ça c'est une preuve de cette richesse de la pensée politique, ce bouillonnement intellectuel de nos universités. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas le bouillonnement intellectuel, mais il faudrait que les collègues aient également la capacité du débat contradictoire. Parce que c'est ça qui permet de relever, c'est ça qui permet aussi
à nos étudiants d'apprendre. Cela qui permet aussi à d'autres collègues d'apprendre. Donc il ne faudrait pas s'arrêter et penser qu'on ne puisse pas. Donc vous encouragez notamment ces deux universitaires à venir à la télévision débattre de ces questions. À la télévision ou ailleurs. Ça peut même avoir lieu à l'université. Il vous souvient que deux collègues, déjà en l'occurrence, le professeur Mathias Gounangini et le professeur Edouard Boukagné s'étaient engagés dans un débat au département d'histoire. Malheureusement, c'est le recteur plutôt qui en avait mis un frein. Mais les deux collègues, eux, étaient prêts à débattre. C'est ça l'université. Parce que débattre en tant qu'universitaire est un service qu'on rend d'abord à la science. Parce que la science, c'est d'abord la confrontation des idées. Débattre, c'est un service qu'on rend à l'université. Parce que l'université est le lieu du bouillonnement de la pensée. C'est le bouillonnement des désirs intellectuels les plus nobles. Quel que soit, même dans les sciences exactes. Débattre, c'est un service qu'on rend à la société. Parce que il faudrait bien que les gens sachent ce que nous faisons et à quoi nous servons. Si nous ne débattons pas, si nous ne les éclairons pas, parce qu'on attend de nous, intellectuels, nous sommes des lumières. Absolument. Donc nous devons les éclairer, nous devons les amener à prendre acte, à prendre conscience de ce que c'est que l'université, de ce que c'est que l'utilité de la science. Parce qu'aujourd'hui, les pays qui avancent, nous sommes tout souvent contents de vanter tel ou tel pays, de vanter telle ou telle institution, de vanter tel ou tel cadre, telle ou telle découverte. Si à l'université camerounaise, on ne débat pas, on ne discute pas, on n'échange pas, il y a de fortes chances que le débat n'évolue pas. Donc, nous devons débattre, nous devons échanger, nous devons discuter entre nous, nous devons discuter pour éclairer le public. D'accord. Alors, cela dit, pour revenir et peut-être sortir de l'émission, une ou deux questions encore. L'élection présidentielle d'octobre 2025, donc d'octobre prochain, pour vous, serait-elle une élection apaisée? Est-ce que les acteurs montrent des signaux d'une compétition politique saine, sereine, transparente, pertinente, à l'issue de laquelle les urnes exprimeront véritablement l'expression des électeurs? Pour moi, je ne doute pas de ce que les urnes expriment les électeurs. Pour le moment, nous attendons le décret portant convocation du corps électoral. Une fois que le corps électoral est convoqué, on verra quels sont les candidats. C'est vrai que la scène bouillonne. Il y a des candidats qui se préparent. Il y a des candidatures à la candidature qui sont annoncées. Il y a des candidats qui espèrent passer l'étape de la validation. Il y a des candidats qui se disent partants. Donc, à partir de ce moment-là, on verra bien comment la scène va commencer à s'éclairer. Tant que les candidatures ne sont pas toutes connues, il n'y a pas lieu de penser qu'aujourd'hui l'élection ne se tiendra pas. L'élection, de mon point de vue, elle aura lieu. Donc, il faudrait simplement que les candidats et les alliés des candidats sachent que c'est la République, et notre République qui nous appartient à nous tous, et c'est elle que nous devons construire dans le cadre de ces scrutins. Ce n'est pas les anges, ce n'est pas des individus qui viennent de la planète Mars, qui viennent construire le Cameroun. C'est nous-mêmes, Camerounais, qui devons construire le Cameroun. Alors, Président, peut-être en quelques mots, vous allez nous retracer, tel que la loi électorale le préinscrit, le processus de la convocation du corps électoral jusqu'à la fin du contentieux post-électoral. Quelles sont les grandes étapes? Première étape, il faudrait bien comprendre les délais. D'accord. Le premier délai, c'est la fin du mandat présidentiel en cours. Okay. Et le mandat s'achève avec la prestation du nouveau président. C'est-à-dire le mandat va s'achever le 6 novembre. Et lorsqu'on met ce délai, il y a déjà le premier délai par rapport à la date du scrutin. Et si on prend les expériences passées, le scrutin ne va avoir lieu le 5 ou le 12 octobre. Mais plus essentiellement le 12, je penche plus pour le 12 octobre. Parce que le 5 octobre est encore très proche de la rentrée scolaire où les parents sont encore en train de... Donc, ce sera l'une des deux dates. Ce sera le 5 ou le 12 octobre où l'élection présidentielle devra avoir lieu. Ce qui suppose que lorsqu'on met le délai de 90 jours,
Le corps électoral devrait être convoqué d'ici le 10 juillet. Le 10 juillet 2025, le corps électoral devrait être convoqué. Le président de la République devra signer un décret. Et le décret portant convocation du corps électoral fixe le jour de l'élection, les heures de fermeture et de clôture des bureaux de vote. L'élection a jamais lieu un dimanche. C'est pour ça que j'ai parlé du 5 ou du 12 octobre, qui sont des dimanches du mois d'octobre. Une fois que ce décret est signé, les candidats ont 10 jours pour déposer leur candidature. Et les CAM fait le premier tamis. Et là, on va passer au contentieux préélectoral. Et maintenant, il y a l'ouverture de la campagne. Généralement, elle a lieu pendant 2 semaines. La campagne officielle, elle a lieu généralement pendant 2 semaines, avec affichage, débat, discussion dans les médias, distribution de gadgets, sillonnement en fonction des moyens de chaque candidat et de son dispositif. 2 semaines. Et puis il y a le jour de l'élection. Une fois que le jour de l'élection est arrivé, les électeurs se déplacent pour aller voter. Et après commence donc la phase post-électorale, avec la compilation des résultats jusqu'à la proclamation du vainqueur par les résultats du vainqueur par le Conseil constitutionnel, et suivra donc la prestation. Parce que le Conseil vide d'abord le contentieux. Une fois que le contentieux est engagé juste après l'élection, je voudrais faire une précision ici. Au Cameroun, on dit l'élection présidentielle, c'est au singulier. Absolument. Contrairement à la France, où on dit les élections, parce qu'il y a 2 tours. Au Cameroun, il faut employer la marque du singulier, c'est bien l'élection présidentielle. Il faudrait que cela soit dit. Une fois que l'élection présidentielle est passée, donc, il y a la phase contentieuse qui est vidée, et après, il y a la proclamation des résultats. Une fois que le vainqueur est connu, il y a donc la phase de prestation de serment et l'entrée en exercice du président. Professeur Alphonse Bernard Amogoubara, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. D'être venu décrypter pour le plaisir de nos téléspectateurs l'actualité qui évidemment tourne autour de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous espérons que vous en avez appris comme nous autres et que cela évidemment servira tout au long de ce processus. Merci d'avoir regardé cette autre édition de Entretien avec. Bonsoir et à jeudi prochain.